1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. 6 ans plus tard, on dénombre plus de 60 millions de victimes, une Europe déchirée, abattue et estropiée par le conflit le plus meurtrier du XXe siècle. 6 ans plus tard, et un génocide faisant 6 millions de morts, exterminés et persécutés en raison de leur prétendue infériorité biologique et raciale. L'embrasement du monde se concrétisa par une guerre totale et d'anéantissement, où l'on ne se contentait plus seulement d'abattre l'ennemi, mais aussi de décimer tout civil. Tous les moyens étaient mis en place, toute technologie mise au service des armées, et toute vie humaine fut mobilisée afin de s'insurger contre ce conflit planétaire. Au milieu de cela, l'Allemagne nazie, l'Allemagne d'Adolf Hitler est l'Allemagne responsable. Responsable du déclenchement de la guerre et des conséquences qui en furent suite. Quels ont été les éléments instigateurs de la Seconde Guerre mondiale ? De quelle manière l'escalade des événements a-t-elle entraîné une montée des tensions en Allemagne nazie ? Enfin, comment s'est articulée la marche à la guerre ? Si la montée du nazisme en Allemagne se concrétisa par l'engrenage des tensions, nous verrons que la marche à la guerre mena peu à peu à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918 marqua la fin du premier conflit mondial le plus important de l'histoire. De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale opposa la Triple Entente, France, Royaume-Uni et Russie, à la Triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, jusqu'à ce que celle-ci change de position. Qualifié de guerre totale, l'affrontement nécessita un effort de guerre particulièrement important. Tous les acteurs de la société furent mobilisés afin de combattre l'ennemi. Au sortir de la guerre, l'Europe est traumatisée. Jamais auparavant un tel conflit avait fait autant de dégâts, de victimes. Environ 10 millions de vies auraient péri, tant de villes en ruine et tant d'hommes défigurés par les progrès de l'armement. Aussi, des dettes de plus en plus élevées. C'est le premier déchirement du monde. C'est une Europe brutalisée, ravagée par la violence et le meurtre qui se révèlent. L'épreuve de la guerre fut marquée par l'ensauvagement et la radicalisation des violences, tant bien des soldats que de la société. La destruction de masse est alors mise en œuvre dans l'unique but d'exterminer l'ennemi. Par ailleurs, George Most, historien américain d'origine allemande, adopte l'idée d'une brutalisation des sociétés européennes, théorie tirée de son ouvrage « De la Grande Guerre au totalitarisme, la brutalisation des sociétés européennes » datant de 1999. Selon lui, l'expérience de la guerre renvoie à la matrice des totalitarismes. En effet, au lendemain du conflit, nombreux ont été ceux qui l'ont qualifié de boucherie de par la violence initiée lors des combats. Il s'agissait d'une progressive déshumanisation de la société, ainsi que d'une banalisation de la violence. De fait, selon l'historien, ces événements laissèrent les sociétés dans un traumatisme constant, aseptisées par la violence avec laquelle les populations ne savaient plus fonctionner. Ces bouleversements auraient été catalyseurs de nouveaux idéaux tels que le patriotisme radical et le culte de la virilité, concepts fondateurs forgeant par la suite l'avènement des régimes totalitaires en Europe. C'est ce même fil conducteur qui aurait favorisé l'arrivée au pouvoir du parti nazi. Ainsi, d'après George Most, c'est parce que la société allemande a été brutalisée par la guerre qu'elle aurait progressivement toléré le nazisme. D'un autre côté, à l'issue de la Grande Guerre, le traité de Versailles est mis en place en 1919. Imposant des conditions strictes ainsi que des sanctions territoriales, militaires et économiques considérables, l'Allemagne se voit contrainte d'accepter le traité sous peine de reprise de la guerre. À l'époque, le pays est dévasté, ravagé par le premier conflit mondial et à bout de souffle. Humiliés, les Allemands témoignèrent d'une grande adversité envers ce qu'ils qualifièrent de diktat, la clause unilatérale absolue qui les condamne à se soumettre aux vainqueurs. C'est au milieu de ce climat conflictuel que la République de Weimar, elle, succédant au Deuxième Reich, voit apparaître au sein de la classe politique Adolf Hitler, nouvel arrivant au Parti ouvrier allemand. Celui-ci, répugné par l'acceptation du traité, éprouve la plus grande humiliation de son pays. Grand orateur, il réforme le parti politique jusqu'à sa rebaptisation en 1920, Parti national socialiste des travailleurs allemands. C'est la naissance du NSDAP. À la suite de l'événement, Hitler met en place un programme de 25 points qui a l'ambition de réviser le traité de Versailles et met en avant les premiers signes de l'antisémitisme, c'est-à-dire la doctrine systématique de ceux qui sont hostiles aux juifs et qui proposent contre eux des mesures discriminatoires. En quête de pouvoir, Hitler tenta de s'en emparer lors du putsch de Munich ou putsch de la Brasserie. Cette attaque avait vocation de prendre le pouvoir en Bavière, un État situé dans le sud-est de l'Allemagne, puis de mener une marche sur Berlin, comme Mussolini l'avait précédemment fait à Rome.
L'opération fut un échec total. Toutefois, elle a su apporter de la notoriété à Hitler. Par la suite, le Führer, dirigeant du NSDAP, fut condamné à l'emprisonnement. C'est pendant ce séjour en prison qu'il écrit Mein Kampf, le programme idéologique emblème du nazisme, où il défendra notamment sa volonté d'étendre l'espace vital du peuple germanique, en d'autres termes, rassembler dans un même Reich les populations allemandes, ainsi que sa conception de la race aryenne, race prétendument supérieure. De plus, à son retour, Hitler se dote d'une organisation paramilitaire et policière nazie, la SS, qui a pour but d'assurer sa protection personnelle. Puis vient le krach boursier de 1929. Dans un pays déjà rongé par les dettes et plongé dans un désastre économique, la crise boursière de Wall Street précipite l'Allemagne dans un gouffre financier et une spirale infernale où le chômage ne fait qu'augmenter. L'Allemagne reposant grandement sur les investissements des capitaux américains, elle en fut d'autant plus touchée lorsqu'ils les ont brutalement retirés du système. C'est alors qu'une grande partie des Allemands, ainsi que les milieux d'affaires, grands patrons d'industrie et de banques, perçurent le parti nazi comme dernier ressort à la crise. Conséquemment, entreprenant de redresser la situation de leur pays, ils apportèrent leur soutien à Hitler et le portèrent au pouvoir en demandant au président de la République, Paul von Hindenburg, de le nommer chancelier, après que le parti nazi eut obtenu la majorité des voix au Parlement en 1932. Le 30 janvier 1933, Hitler est appelé à la chancellerie. C'est le début de la marche à la guerre. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est chancelier de l'Allemagne. Débordant d'impatience de venger son pays, Hitler va s'assurer au fil des années de combler chaque lacune et de renforcer chacune de ses grandes promesses pour le peuple germanique, effacer le diktat et étendre son pouvoir en Europe de l'Est en vue d'élargir l'espace vital du pays. Peu de temps après son installation au poste de chancelier, un événement troublant va se produire. La nuit du 27 février 1933, le Reichstag, parlement allemand, prend feu. L'incendie criminel est dévastateur et la piste du terrorisme est évoquée. Hitler, sautant sur l'occasion, dénonce un acte communiste et en profite pour instaurer l'état d'urgence. Il ordonne des perquisitions et des arrestations des personnalités communistes et promulgue le décret d'urgence pour la protection du peuple et de l'État, qui prive strictement les citoyens de leurs libertés fondamentales. En effet, ces lois visent à restreindre la liberté individuelle, la liberté d'opinion, de réunion et de domicile, instituent la censure postale et téléphonique et autorisent les confiscations en cas de jugement criminel. En conséquence, pour toute entrave à ces commandements, le peuple se voyait condamné à des travaux forcés ou bien à l'emprisonnement. De la même façon, Hitler interdit également tout parti socialiste, communiste ou démocrate et réussit à éliminer ses opposants politiques afin de mettre en place sa dictature. Le 23 mars 1933, le Parlement vote les pleins pouvoirs à Hitler. De cette manière, il peut désormais adopter des lois sans l'approbation du Reichstag et sans le contreseing du président du Reich. Par la même occasion, cette disposition lui permet également de modifier la Constitution et les traités internationaux sans restriction. L'état de droit, c'est-à-dire l'état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée, est dissous. Pareillement, la démocratie parlementaire est abrogée. Nous retrouvons notamment ces informations d'un document officiel du Bundestag, actuelle Assemblée parlementaire d'Allemagne, qui dicte que la totalité de l'activité législative et normative de l'État national-socialiste procède de la loi sur les pleins pouvoirs. Ainsi, la concentration des pouvoirs au niveau du gouvernement et par conséquent entre les mains d'Adolf Hitler marque le passage à la dictature. Finalement, la mort du président Hindenburg en août 1934 confirma définitivement la mise en place de la dictature nazie en Allemagne, le Führer cumulant les fonctions de chancelier et de président. Quelque temps plus tard, Hitler s'embarque dans la marche à la guerre. Afin d'entamer sa volonté de revanche, le Führer est conscient qu'il doit rétablir son pouvoir militaire, jusqu'à présent affaibli et censuré par le traité de Versailles. De fait, le 16 mars 1935, le chancelier viole le traité et remet en vigueur le service militaire obligatoire. De la même façon, il officialise la remilitarisation du pays et augmente les effectifs de l'armée. De son côté, le peuple germanique se réjouit de cette nouvelle. L'entrain des citoyens se répand et l'événement est fêté par de grandes festivités. Par ailleurs, à la fin de son discours, le docteur Goebbels, ministre de la Propagande, déclara « Ainsi sont honorés les morts de la Grande Guerre, et aux vivants est donnée l'assurance que notre avenir national est assuré. » Au printemps 1936, la machine de guerre allemande se poursuit tandis qu'Hitler remilitarise la Rhénanie, région de l'ouest de l'Allemagne. En 1938, le Führer annexe l'Autriche et progresse dans le pays sans résistance. Elle devient alors une province allemande, un choix à l'époque largement approuvé par le peuple. Enfin, la course au territoire s'achève quand Hitler souhaite annexer les Sudètes,
une région de Tchécoslovaquie à la population majoritairement allemande. Le Royaume-Uni et la France, craignant une nouvelle guerre, parviennent à convaincre le chancelier de la tenue d'une conférence internationale. La conférence de Munich, qui se tient en septembre 1938. Hitler l'emporte. Les deux pays vainqueurs approuvent l'annexion des Sudètes, en échange de quoi le Führer promet de ne plus envahir de territoire, et se félicite d'avoir maintenu la paix, croyant toujours à l'inoffensivité de l'Allemagne nazie. Seulement, en mars 1939, le reste de la Tchécoslovaquie est envahi, et Hitler entre à Prague. Il renonce alors définitivement à la paix et poursuit son ambition de bâtir une grande Allemagne. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Après avoir gravi les échelons et instauré le nazisme en Allemagne, ainsi qu'en poursuivant son projet nationaliste, Hitler parvient à lancer la machine de guerre. Le reste du monde ne tardera pas à s'engager dans le conflit le plus destructeur du XXe siècle, et les millions de victimes à périr sous le fléau du nazisme.